Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert et la réforme qui touche beaucoup de gens, qui concerne beaucoup d'entre nous, la réforme du RSA, du revenu de solidarité active, et de France Travail, vous savez, l'ancien Pôle emploi notamment, qui a été associé à d'autres dispositifs et qui est entré en vigueur dans toute la France hier. Je dis dans toute la France parce qu'il y avait des expériences qui avaient été menées jusque-là pour mener à bien cette réforme du RSA, de son application, avec notamment notre expert du jour, Thibaut Gilluy. Bonjour Thibaut Gilluy, vous êtes avec nous ? Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de France Travail. Je voudrais commencer par cette première question tout simplement. Qu'est-ce que cette réforme qui était expérimentée depuis un an dans plusieurs départements pilotes, qu'est-ce que cette généralisation aujourd'hui à toute la France change concrètement ? Eh bien, la première des choses, c'est l'inscription en fait de toutes les personnes qui sont dépourvues d'emploi à France Travail. Automatique. C'est pas forcément... Exactement. Et je pense par exemple aux bénéficiaires du RSA, vous l'avez mentionné, qui étaient finalement à peine 40% à être inscrits à France Travail. Donc ils seront désormais tous inscrits, mais c'est aussi le cas des jeunes qui sont suivis en mission locale ou des personnes qui ont besoin de retrouver une dignité par le travail. Oui, donc l'idée, c'est à la fois on va en parler en les inscrivant automatiquement, de les recenser, de les accompagner pour les ramener au travail, mais aussi de leur demander des choses et d'avoir des formes d'obligations à leur égal. Ça, c'était la première mesure. Qu'est-ce que ça change d'autre, vous disiez, concrètement, autre mesure ? Effectivement, si vous avez l'inscription, ça ne va pas changer la vie des gens. Ce qui va changer, c'est qu'ensuite on va faire le point avec eux pour les orienter vers le bon accompagnement vers l'emploi. Et notamment, par exemple, pour les bénéficiaires du RSA, la signature d'un contrat d'engagement réciproque avec 15 heures d'activité minimum qui permet chaque semaine de faire en sorte que chaque jour qui passe soit consacré à retrouver confiance en soi, retrouver une stabilité sociale si nécessaire, se former, retrouver un emploi. Et ça veut dire que les bénéficiaires du RSA auront de nouvelles obligations pour ceux qui en tout cas le touchaient mais qui n'étaient pas automatiquement inscrits à Pôle emploi, l'ancien Pôle emploi, et donc ils sont aujourd'hui inscrits à France Travail. Et donc là, vos équipes les contactent. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir avoir les moyens d'assurer ça ? Parce que ça vous demande énormément de travail en plus. Comme vous l'avez mentionné, c'est pas une réforme technocratique. Elle est partie du terrain et depuis 2023, dans 18 départements, puis 49 départements, nous avons en fait testé et mis en œuvre cet accompagnement. Comment on oriente vers le bon professionnel ? Quels sont les contenus et les activités qui sont nécessaires pour accélérer le retour à l'emploi ? Quels sont les outils qui vont fonctionner, qui vont simplifier la vie des gens comme des conseillers ? C'est ce que nous avons testé pendant 2 ans pour pouvoir ensuite passer à une génération progressive parce qu'évidemment, si vous avez 1 200 000 personnes qui vont être inscrites automatiquement au 1er janvier, c'est pas en quelques jours que nous allons pouvoir assurer l'accompagnement qui soit adapté à tout le monde. C'est pour cela que la loi prévoit 2 ans pour pouvoir le réaliser. La deuxième chose, c'est que c'est collectif aussi. C'est pas France Travail seul, mais c'est France Travail main dans la main avec les équipes des départements qui ont la responsabilité de l'insertion sociale et professionnelle, mais aussi des missions locales, de Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Et je pense aussi à tous les acteurs de l'insertion par l'activité économique, aux associations qui accompagnent ces personnes qui connaissent des difficultés particulières de retour à l'emploi. Oui, et puis les entreprises elles-mêmes avec leurs différentes filières, et notamment la filière de l'emploi à durée déterminée, qui aujourd'hui vous aide à essayer non seulement de former ces chômeurs pour essayer de retrouver les moyens, et notamment psychologiques, la volonté, le désir, la confiance en soi, vous le disiez, parce que j'ose plus, j'ai des enfants, je suis malade, j'ai pas de voiture. C'est compliqué pour les gens aussi de retrouver un travail. Là, l'idée, c'est de les amener à reprendre confiance en soi et à aller travailler. Effectivement, pour les personnes, c'est de s'adapter en fait à la réalité concrète. C'est-à-dire que quand on recherche un emploi, parfois on peut aussi être confronté à une difficulté, par exemple de mobilité. J'ai pas le permis ou j'ai pas de moyen de locomotion pour me rendre au travail sur des horaires décalés. Des problèmes de garde d'enfants. Vous savez que plus d'un tiers des bénéficiaires du RSA sont des mamans seules, isolées, avec des enfants. Si vous ne résolvez pas, si vous ne les aidez pas à résoudre aussi ces questions très concrètes, comment voulez-vous que le retour au travail
travail soit possible. Mais comme vous le disiez, il y a effectivement accompagner différemment les personnes, les accompagner mieux, mais c'est aussi de mobiliser les entreprises. C'est le sens d'ailleurs du lancement de France Travail Pro, que nous avons lancé il y a maintenant quelques semaines pour apporter un meilleur service aux entreprises. Alors qu'est-ce qu'elles vous apportent, les entreprises? C'est vous essayer de les aider à trouver les bonnes personnes qui correspondent à leurs besoins, parce qu'il y a beaucoup d'emplois non pourvus aujourd'hui en France parce que les entreprises ne trouvent pas. Exactement. Vous avez entre 300 000 et 500 000 emplois non pourvus chaque année. 57% des entreprises ont des difficultés de recrutement. Et vous savez, le recrutement, c'est souvent dans des toutes petites entreprises où vous n'avez pas de service de ressources humaines pour pouvoir gérer la complexité du processus. Et donc, c'est pour cela que France Travail a lancé en fait des services simples, adaptés à ces petites entreprises pour définir l'offre d'emploi qui va bien, pour aider à trouver des bons candidats, financer la formation quand elle est nécessaire. Et c'est parce qu'on va améliorer les services aux entreprises qu'on va, créer plus d'emplois et aussi amener les entreprises à s'ouvrir en fait à la diversité des profils. Trop jeunes, trop vieux, trop en situation de handicap, pas tout à fait le bon profil ou la bonne expérience. Il faut aussi qu'on s'affranchisse parfois du CV pour aller chercher le talent et la motivation. Oui, vous dites au fond, il faut que les entreprises aujourd'hui, elles recrutent différemment, avec plus de souplesse, avec moins de rigidité, donc avec des cadres un peu différents. Mais alors, Thibaut Juilly, vous, le patron de France Travail, vous venez, et on vient d'évoquer, je dirais de façon très positive, cette réforme du RSA. Mais disons les choses, Sud Radio, c'est parlons vrai. Et le parlons vrai, c'est aussi l'idée, et c'est ce que disent beaucoup de syndicats aujourd'hui, cette réforme, c'était une façon de traquer ceux qui ont des difficultés, et surtout, on va imposer ces 15 heures par semaine. Si les gens le font pas, un jour, ils perdront, il y aura des sanctions, et ils perdront le RSA. C'est cette idée-là aussi, tout de même, il y avait une volonté de traquer ceux qui, entre guillemets, en tout cas, c'est la formule que reprochent les syndicats, qui se seraient planqués ou qu'on voit comme ça. On veut culpabiliser les chômeurs ? Certains aiment bien utiliser des formules. Moi, vous savez, j'ai passé d'abord quasiment 20 ans de ma vie dans l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Et ce que j'ai pu constater, comme tous ceux qui sont sur le terrain, c'est que depuis des années, on laisse les gens sur le bord de la route. Les bénéficiaires du RSA, il y en a plus de la moitié qui y sont depuis plus de 4 ans. Il y avait, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, 3 contacts par an, mail compris. Comment voulez-vous que les gens puissent sortir de leur situation? Mais vous avez les moyens de faire mieux aujourd'hui et d'aller vraiment personnellement rencontrer les personnes qui cherchent un travail et qui pourtant ont du mal parce qu'on les a décrits, problèmes de santé, les enfants, etc., les voitures. Vous avez des moyens aujourd'hui en personnel pour pouvoir assurer ce contact personnel avec les chômeurs? Mais c'est exactement la volonté du gouvernement et puis de la ministre Astrid Panossian. Et donc, on s'organise pour cela. On s'organise, d'abord en travaillant mieux, plus collectivement. Parce que vous savez, jusqu'à maintenant, on renvoyait les gens d'un guichet à un autre. Oui. Sauf que si c'est un guichet unique. Eh ben, à la fois le problème de l'emploi, du logement et de la garde d'enfants, en fait, c'est inefficace au possible et c'est les gens en fait qui subissent la complexité du système. Donc, on s'organise mieux. On s'outille et puis effectivement il faut qu'on mette des moyens adaptés à cela. Vous pouvez pas avoir 400, 500 personnes à suivre quand elles sont en difficulté. Donc on s'organise pour qu'un conseiller ait 50, 60, 70 personnes maximum à suivre pour pouvoir s'adapter et personnaliser en fait la réponse. Alors oui, c'est des moyens. On va mobiliser, nous, France Travail, par exemple, plus de 1000 collaborateurs supplémentaires d'ici la fin 2025 pour assurer cette montée en charge progressive. À côté de cela, le gouvernement finance aussi 168 millions d'euros au département pour renforcer les moyens de l'accompagnement social qui est nécessaire. Oui, parce qu'on sait que on mobilise des moyens et on essaye de les mettre en œuvre de façon aussi plus simple, plus efficace et plus collective. On l'a dit, les entreprises, les associations en effet de l'économie sociale et solidaire, et puis vous avez raison, les départements, l'organisation, l'institution départementale, elle a du personnel qui est chargé de gérer en effet l'accès au RSA, puisque c'est une des prérogatives des départements que de s'occuper de ça. Bon, mais vous nous avez un petit peu, vous n'avez pas répondu à ma question, Thibaut Juilly. Il y avait tout de même certains points de cette réforme en disant c'est une façon de culpabiliser les chômeurs. Vous n'aimez pas qu'on dise ça de cette réforme? Mais
Pas du tout, pas du tout, parce que en fait, le sujet, c'est d'abord d'accompagner les gens. Et d'ailleurs, si vous regardez les faits, parce qu'il y a ceux qui commentent, mais ensuite, si vous allez dans les 49 départements, parce que là, on parle pas en théorie, c'est des gens très concrètement aujourd'hui qui sont accompagnés depuis des mois et des mois. 90% d'entre eux se disent satisfaits de l'accompagnement des 15 heures minimum d'activité. Et dans tous ceux que vous avez récupérés, si j'ose dire, qui n'étaient pas inscrits à France Travail depuis que vous avez piloté cette expérience dans 49 départements, combien en pourcentage ont finalement retrouvé un emploi? Parce qu'au fond, c'est ça l'objectif. Exactement, 54%. Donc vous voyez, 54%, donc 1 sur 2, quoi. Il n'y a pas de fatalité. Quand on s'y met, et quand vous, pour revenir et pour bien répondre à votre question, non, on n'est pas là pour stigmatiser les bénéficiaires du RSA. On est là pour permettre à chacun de pouvoir sortir de l'assistanat, parce qu'on ne vit pas avec un RSA, on survit. Et donc, ce qui est important, c'est que ce soit un filet de sécurité le temps de retrouver un travail. Donc, notre seule obsession collective, ça doit être de donner les moyens à chacun de pouvoir retrouver confiance, de l'assise personnelle et à la fin, un emploi. Parce qu'il n'y a que ça qui permet de sortir de la pauvreté et de retrouver de la dignité. Et c'est vrai qu'au premier rendez-vous, quand il n'y a pas eu de contact parfois depuis des mois et des mois, la convocation peut faire peur à la personne. Mais je peux vous dire que... Mais il y aura sanction? Est-ce qu'on supprimera un jour le RSA à quelqu'un qui finalement n'aura pas trouvé de travail? Mais c'est déjà dans les textes depuis l'invention du RMI, c'est-à-dire que le contrat d'engagement réciproque, s'investir dans son parcours, c'est déjà prévu. Simplement, comme il n'y avait pas de droit, il y avait finalement très peu de devoirs. Et c'est sûr que ce qu'on demande aux bénéficiaires du RSA, mais on n'a pas besoin de forcer tellement le trait, c'est de pouvoir s'engager dans leur parcours. Parce que moi, à titre personnel, j'ai jamais vu quelqu'un réussir sa vie sans sa propre volonté. Oui. Et donc, c'est ça que nous activons. Et donc, on soutient, on apporte, on adapte les problématiques sociales, la formation, tout ce qu'il faut. On donne le temps autant aussi quand il est nécessaire, mais à la fin, c'est le retour à l'emploi qui doit être notre seule boussole. Merci Thibaut Juilly, le directeur général de France Travail, le patron de France Travail qui pilote cette grande réforme du RSA et de France Travail et de l'ancien Pôle emploi, d'avoir accepté de répondre aux questions de Sud Radio, l'œil de l'expert ce matin. On se retrouve dans quelques minutes, on va parler avec un autre expert, un de nos meilleurs spécialistes des glaciers. On va parler de la fonte des glaciers, car l'ONU a décidé que 2025 serait l'année de la préservation des glaciers. Il s'appelle Denis Mercier, il est avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission, de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai. Pour l'œil de l'expert, maintenant, un grand spécialiste de nos glaciers, car nous allons nous intéresser à la situation des glaciers. Vous savez, ces énormes lagunes gelées, ces grandes réserves d'eau douce qui sont au nombre, je l'ai vu grâce à vous Denis Mercier, bonjour. Bonjour Thierry. Ravi de vous accueillir ici sur l'antenne de Sud Radio, le sud de la France, dans lequel notamment il y a évidemment beaucoup de nos glaciers, les Pyrénées, les Alpes, mais pas que. Et il y a dans le monde, j'ai découvert ça dans ce magnifique Atlas des glaciers que vous venez de publier aux éditions Autrement, un petit livre formidable qu'on peut offrir à tous ceux, gamins ou anciens, ou boomers comme moi, qui sont passionnés par ces sujets qui sont liés à la nature et à la science. Dans cet Atlas des glaciers, vous nous expliquez qu'il y a à peu près dans le monde 274, quand je dis à peu près, c'est une très mauvaise formule, très précisément 274 000 de ces glaciers de nature très différente, on va le voir, hein. Il y a ceux en montagne, bloqués dans les vallées, et puis il y a ceux qui sont, par exemple, au pôle Nord ou à l'Antarctique, des couches plates très, très, très différentes. Ce sont donc des grosses réserves gelées d'eau douce, hein, pas d'eau de mer, d'eau qui n'est pas salée, et qui aujourd'hui, il faut bien le dire, sont en mauvaise situation. Ils fondent les glaciers. Vous êtes géographe, Denis Mercier, vous êtes docteur en géographie, vous êtes géomorphologue, vous étudiez la géomorphologie de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette discipline déjà? Expliquez-nous. La géomorphologie est une des branches de la géographie physique en France qui s'intéresse aux formes du relief terrestre et à l'évolution des formes du relief terrestre. Et ma spécialité, c'est plutôt de regarder ce qui se passe dans les régions qui sont englacées ou qui ont été englacées. Quelles sont les conséquences de la fonte de ces glaciers? Et la géomorphologie, pour prendre un exemple très concret de cette fonte des glaciers,
C'est par exemple les glaciers qui appuient sur les parois des vallées quand ils sont présents, quand ils fondent, ils disparaissent. Et la pression exercée par les glaciers sur les parois entraîne une décompression au moment où les glaciers fondent et ça entraîne des écroulements rocheux, des écroulements de parois, des glissements de terrain. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, sur l'autoroute Blanche, en France, près de Chamonix, il y a notamment là où il y a des zones un peu glacées qui ont disparu parce que, eh bien, elles ont fondu. Il y a des éboulements aujourd'hui puisqu'il n'y a plus cette pression qui retenait en quelque sorte la pierre sur la paroi, sur le mur en fond. Exactement. Et en corollaire de la fonte des glaciers, il y a la fonte liée au réchauffement climatique, la fonte de ce qu'on appelle le pergélisol de paroi ou le permafrost, c'est-à-dire l'eau qui... On a du permafrost aussi dans les zones de glaciers, y compris en France ? Oui, bien sûr. Dans toutes les parois du massif du Mont Blanc, par exemple, les fissures sont comblées d'eau gelée, donc de pergélisol, ce qu'on appelle donc le pergélisol. Et ce pergélisol est très sensible au rayonnement solaire et à l'augmentation des températures de l'air. Et quand ce pergélisol fond, l'eau gelée est remplacée par de l'eau liquide. Ça lubrifie les parois et ça entraîne l'écroulement de la face ouest des Drues dans le massif du Mont Blanc, par exemple, ou d'autres écroulements rocheux qui provoquent effectivement... Avec un danger et aussi avec le danger immédiat évidemment au moment de la chute, mais aussi avec, on verra pour les Andes et pour l'Asie, avec des gens qui ont besoin de l'eau des glaciers qui coule normalement beaucoup plus doucement et qui là vont voir cette réserve disparaître. Mais je voudrais préciser d'abord que vous n'êtes pas un spécialiste purement théorique des glaciers depuis votre bureau de Sorbonne Université à Paris. Vous êtes docteur en géographie et vous enseignez la géographie et la géomorphologie en effet, mais vous êtes aussi quelqu'un qui cherche sur le terrain. Vous avez fait combien d'expéditions aujourd'hui ? J'en ai fait plus d'une vingtaine, je pense, à la fois sur toute la planète. Non, j'ai des zones de prédilection. J'ai beaucoup travaillé au Spitzberg, qui est en Norvège. Voilà, l'île principale de l'archipel du Svalbard, entre le pôle Nord et le Cap Nord. Oui. Et là, j'ai travaillé sur les conséquences directes de la fonte des glaciers, notamment l'augmentation des débits des rivières et la mobilité des sédiments et la construction des deltas. Comment un delta finalement est très bien alimenté en sédiments. Delta d'un fleuve. Les deltas des fleuves qui construisent et qui progressent et qui sont très bien alimentés. Ça fait des très bons analogues et des comparaisons possibles avec notamment les deltas du monde qui sont au contraire corsetés avec des barrages, des digues, etc. Et puis j'ai aussi, et je travaille en ce moment beaucoup en Islande pour voir la conséquence. Près du Groenland, en dessous, voilà, cette grande île qu'est l'Islande. Exactement. Et je travaille j'essaie de dater avec une équipe les glissements de terrain qui se sont mis en place il y a une dizaine de milliers d'années quand l'Islande a commencé à perdre cette grande calotte de glace qui recouvrait cette île. Et donc j'essaie avec mes collègues. Donc la Norvège, l'Islande, bien sûr le Mont Blanc, vous connaissez nos glaciers européens et français notamment, donc vous les suivez. Qu'est-ce qui se produit ? C'est quoi le phénomène en ce moment ? La fonte, j'ai lu 2 chiffres qui m'ont frappé, 25%, c'est-à-dire un quart, nous avons perdu un quart de la surface de nos glaciers depuis 50 ans, c'est ça ? Tout à fait. Oui, bon. Mais alors, je vais tout de suite vous poser la question qui fâche. Beaucoup de nos auditeurs sont des gens qui ne croient pas au réchauffement climatique ou qui considèrent que c'est un phénomène naturel. D'ailleurs, les chiffres que je viens de citer le disent, puisque 50 ans, ça date d'un quart de siècle, une moitié de siècle, pardon. Donc, au fond, qu'est-ce qui est la cause de cette fonte des glaciers ? Le réchauffement de l'atmosphère terrestre. Alors, c'est exactement l'augmentation de la température qui modifie l'alimentation des glaciers. Les glaciers, si on a des glaciers, c'est qu'ils sont bien alimentés en neige. Et donc, pour être bien alimentés en neige, il faut que les températures soient froides. Et donc, il y a beaucoup de précipitations, mais des précipitations neigeuses. Mais on a de la neige, on en a beaucoup. On en a beaucoup, mais il y a une deuxième condition, c'est qu'il faut qu'elle reste l'été. Exactement. Donc, il y a moins de neige l'hiver déjà, parce qu'il pleut plus qu'il ne neige. Ouais. Et la seconde explication, c'est que l'été, on a des températures qui sont beaucoup plus élevées qu'on avait il y a encore 50 ans. Et c'est là, ça fond trop l'été, ça fond trop. C'est-à-dire que, si on prend l'année 2024, en Suisse, dans le massif alpin suisse, on avait un bilan de masse des glaciers qui est négatif, alors que il y avait eu un hiver et un printemps 2024 très neigeux.
C'était la meilleure apport de neige du printemps, mais l'été a été trop chaud, l'été 2024 a été trop chaud, et toute cette masse de neige a fondu, et le bilan est négatif. Mais j'ai envie de vous dire, docteur en géographie, est-ce que c'est grave, docteur? Parce qu'au fond, pourquoi c'est grave? Vous nous dites même carrément, je vous ai lu, disons, la fonte des glaciers va affecter l'ensemble de l'humanité. Pourquoi c'est si grave? Parce que, après tout, voilà, il y en a qui se sont formés, il y en a qui se réduisent aujourd'hui. Alors c'est grave si on prend, il y a plusieurs échelles, mais à l'échelle mondiale, il y a deux grandes conséquences qui sont importantes. C'est l'élévation du niveau marin liée à la fonte des glaciers. Parce que l'eau douce s'en va dans les rivières et dans la mer. Exactement, va augmenter la quantité d'eau dans la bassine océanique, et ça va inonder et submerger les terres basses. Pas tous les littoraux du monde, il y a beaucoup de littoraux qui seront épargnés par cette élévation de niveau marin, les littoraux à falaise par exemple. En revanche, les littoraux qui sont déjà bas, les deltas, qui sont pour partie du monde très anthropisés, avec des densités de population plus élevées parce que ce sont des terres nourricières. Oui. Et en Asie, dans les Andes, en Amérique latine. Ouais, exactement. Et donc ces zones basses et les zones estuariennes chez nous en France par exemple, seront les premières impactées par cette élévation. Les stères de la Gironde, les stères du Rhône, les stères de la Loire seront parce qu'on a beaucoup de marées maritimes, des zones basses topographiquement. Mais à quelle échéance? Dans combien de temps? Alors, c'est l'énigme. La question n'est pas de savoir si ça va déborder. On sait que ça va déborder à cause du réchauffement climatique. C'est quand? Et donc, c'est la bonne question. Et les projections nous donnent au moins 50 cm à 1 mètre d'ici à la fin du 21e siècle. Donc il faut se préparer dès maintenant à cette... 1 mètre d'élévation des eaux si on dans les zones scénario... estuariennes, comme vous dites, c'est beaucoup, c'est considérable. C'est des maisons qui disparaissent. Alors juste, vous avez parlé de la Suisse tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des solutions pour sauver les glaciers? Par exemple, les Suisses mettent des bâches, ils installent des grandes bâches pour protéger. C'est pas très beau, mais c'est efficace quand même, ça protège, notamment l'été quand il faut stopper le soleil, en fait. C'est exactement le principe, c'est le but recherché. C'est-à-dire qu'on refait de manière artificielle le phénomène d'albédo, c'est-à-dire la partie du rayonnement solaire qui est renvoyée par la surface. Et si vous mettez une bâche blanche, eh bien, le rayonnement solaire ne va pas faire fondre le glacier dessous. Mais ça marche? Alors, techniquement, ça marche. Mais si vous voulez que votre glacier soit nourri l'hiver, il faut enlever la bâche pour que la neige puisse revenir. Et vous mettez un pansement sur une jambe de bois. C'est quelque chose qui ne va pas faire, à terme et à moyen et long terme, faire préserver votre glacier sur des dizaines, voire des centaines d'années. Donc, ça marche technique. La technique et les ingénieurs qui ont mis au point cette technique ça marche techniquement, mais c'est une fausse bonne solution. Alors, dans votre magnifique ouvrage, cet atlas des glaciers aux éditions Autrement, Denis Mercier, vous nous montrez en quoi il y a des natures très différentes. C'est pas du tout pareil, évidemment, les glaciers des vallées, comme à Chamonix, la très belle vallée de Chamonix et du Mont Blanc, les glaciers qui sont dans les vallées, donc qui sont protégés justement parce qu'ils sont enfermés dans la terre des vallées, des grands glaciers de l'Islande ou du Groenland ou de pôle ou de l'Antarctique aussi. Oui, alors la diversité, c'est tous les glaciers, c'est ce que j'essaie de montrer dans cet atlas des glaciers aux éditions Autrement. J'essaie de montrer que cette diversité des glaciers fait que les tout petits glaciers comme le glacier des Pyrénées sont à terme condamnés dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. En revanche, des mastodontes de glace comme l'Antarctique et une grande partie du Groenland, il y aura encore des glaciers à la fin du 21e siècle. Et beaucoup de glaciers, les glaciers qui sont les plus hauts en altitude ou le mieux placés sur l'échiquier mondial des glaciers, eux seront préservés à la fin du 21e siècle. Il y avait déjà des glaciers qui fondaient, des hauts niveaux marins très anciens, vous le racontez par exemple, au Groenland. C'est passionnant. On pourrait parler des heures de nos glaciers parce que ce sont des lieux magnifiques. Et il y a cette très belle photo qui est prise à quel endroit, celle-là? C'est en Patagonie, c'est le Perito Moreno. Donc Argentine, et Chili, le sud de l'Amérique latine, avec ce très beau glacier. Je montre pour YouTube notamment, notre chaîne YouTube et tous ceux qui nous regardent, tout en nous écoutant, l'Atlas des glaciers de Denis Mercier, donc professeur à Sorbonne Université, un des meilleurs spécialistes mondiaux des glaciers, qui a accepté de venir aujourd'hui en parler. On leur souhaite, avec l'année de préservation des glaciers décidée par l'ONU, une très bonne année 2025, c'est un peu une formule, aux glaciers, mais à vous aussi, à votre équipe et aux éditions Autrement. Merci à vous d'avoir été avec nous. Moi, je vais remercier Daisy, Jamel Abdelak et toute l'équipe de Sud Radio, Marie Folio aussi, ce matin, qui m'ont accompagné pour cette matinée. Et vous aussi, les auditrices et les auditeurs de Sud Radio, auxquels je souhaite encore une très belle année 2025.